Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition spéciale consacrée à la Journée nationale de la paix. Ce lundi 15 novembre 2021, la Côte d'Ivoire célèbre la 25e édition de la Journée nationale de la paix à Yamoussoukro. Cette journée a été instituée en 1996 par le président Henri Konan Bédié. 25 ans après, qu'en est-il de la situation de la paix en Côte d'Ivoire? Y a-t-il un intérêt à célébrer cette journée? Si oui, comment faut-il célébrer cette journée? Les politiques, notamment les gouvernants actuels, travaillent-ils suffisamment à la paix en Côte d'Ivoire? Autant de questions que vous vous posez certainement et auxquelles nous allons tenter d'apporter des réponses avec nos invités sur ce plateau. À ma droite, nous avons Beta Michel. Bonsoir. Bonsoir, cher confrère. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un moment de vous dire merci. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Bélier, c'est ça? Effectivement. Nous avons également sur ce plateau Cissé Abdul Kader. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire, en abrégé JUNCI, qui est un mouvement politique pro-RHDP. C'est bien cela? Exact. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. À présent, je vous invite à regarder avec moi ce sujet préparé par Ange Kouadio. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement, affirmait le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Le premier président de la Côte d'Ivoire moderne a érigé la paix en religion afin d'amorcer le développement. Cela s'est traduit par la construction de la basilique Notre-Dame de la Paix et la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Cette quête perpétuelle de la paix a été renforcée en 1996 par l'instauration d'une journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Depuis lors, cette journée est restée gravée dans l'esprit des Ivoiriens. Elle est célébrée sous diverses formes, à travers des prières, des rencontres d'échange autour de la thématique, des actions citoyennes. Le gouvernement ivoirien ne reste pas en marge de cette célébration. Pour cette année 2021, cette journée sera commémorée le lundi 15 novembre 2021 à Yamoussoukro, en présence du Premier ministre Patrick Achi. Cette 25e édition a pour thème la Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix. Avant cette journée, le gouvernement, par le canal de son porte-parole, a invité les Ivoiriens à œuvrer pour le renforcement de la paix. Du ministère de la Réconciliation, de la cohésion nationale et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la célébration de la 25e édition de la Journée nationale de la paix 2021 qui se déroulera à Yamoussoukro sous le haut patronage du président de la République autour du thème « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix ». À cette occasion, le gouvernement renouvelle son invitation à l'endroit de l'ensemble des acteurs sociopolitiques à œuvrer de concert pour le renforcement de la cohésion sociale et la sensibilisation des populations à la consolidation de la paix. La cérémonie officielle est prévue le 15 novembre sous la présidence effective du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Achi. Nous invitons tout le monde à aller dire merci à Dieu pour faire des prières. Déjà le vendredi, pour ceux qui vont à la mosquée, le dimanche 14 et même le même lundi, on peut faire des messes dédiées au Seigneur, remercier le Seigneur parce que personne ne s'imaginait que la Côte d'Ivoire reviendrait à ce niveau aussi rapidement. Nous avons un passé douloureux qui n'est pas très loin de nous. Faisons en sorte qu'on ne revienne plus sur ce passé-là. Nous devons avancer. Dans ce jour-là, ce 15, il faut que les Ivoiriens manifestent leur joie de voir leur pays embrasser à nouveau la paix. Il faut qu'ils le manifestent. Il faut qu'ils se disent, nous sommes condamnés à aller de l'avant, on ne peut plus rien faire pour revenir en arrière. Sur l'ensemble du territoire, il faut qu'il y ait donc cette joie de retrouver la paix dans notre si beau pays. Les Ivoiriens accordent à ce jour un intérêt particulier à cette journée. Il y a intérêt de fêter la paix en Côte d'Ivoire. Notre pays a traversé une grosse crise depuis 2002 jusqu'à ce jour. Il se trouve que jusqu'à présent, les cœurs ne sont pas encore tous apaisés. Donc il est important que nous puissions prôner la paix pour notre pays, pour les habitants de notre pays, pour tous ceux qui résident dans notre pays. Et l'esprit de paix, comme le disait le père fondateur de notre pays,
Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Et donc, nous invitons tous les Ivoiriens à avoir ce comportement de paix et de résilience et de reconnaissance envers chacun. Il faudrait que désormais la violence quitte les esprits des Ivoiriens, la violence quitte le comportement des Ivoiriens et qu'on puisse vivre en harmonie, en paix, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de paix, surtout après tout ce qui s'est passé depuis les années 2000 jusqu'à maintenant. Il faut vraiment magnifier cette paix-là pour que tous les Ivoiriens arrivent à se réconcilier dans la paix. Cette journée, il faut le dire, est un retour aux sources à l'enseignement de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire. On vient de suivre ensemble cet élément qui a été préparé par Ange Quadio. Alors, Beta Michel, que vous inspire cette journée, la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire? Moi, je crois que c'est un sentiment de joie d'abord, parce que de pouvoir célébrer la paix, c'est déjà un bien grand mot, une grande célébration. Mais en même temps, je me dis que cette paix-là doit être réelle dans le cœur de tout un chacun et elle doit être visible, visible dans l'attitude des uns des autres. Donc mon souhait, c'est qu'au-delà des mots, nous arrivons à une paix concrète qui, comme le dit l'autre, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre, mais c'est la réalité sociale qui doit confirmer cette paix-là, la cohésion sociale, la capacité des Ivoiriens à demeurer ensemble et à marcher ensemble pour la construction de leur nation. Alors si c'est vous, quel est votre commentaire? Qu'est-ce que cette journée vous inspire? Pour moi, la paix, c'est un concept. C'est un concept qui désigne un état calme. Et quand on dit calme, c'est-à-dire pas de perturbation, pas de coup d'État, pas de guerre. Et cela aboutit à une cohésion sociale, ça aboutit à une entente entre les politiques et ça permet de pouvoir se projeter sur l'avenir. Et il est important que vraiment nous puissions célébrer cette paix-là de façon chaque année. Nous sommes ravis, ça fait 25 ans. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont cet âge-là, qui n'ont jamais pu voir 96 et voir que le pays est en train d'être développé de 96 à aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes passés par beaucoup de choses. Donc il est bon de célébrer la paix. Il est bon de continuer à pouvoir donner ces valeurs-là à cette jeunesse-là pour que nous puissions bénéficier de tout ce qui est en train de mettre en place le gouvernant pour pouvoir aboutir vraiment à un pays émergent à l'horizon que nous souhaitons 2020, 2030, 2040. D'accord, c'est bien compris. Alors, Beta, cette journée, ça fait maintenant 25 ans qu'elle existe. Elle a été instituée en 1996 par le président Henri Konan Bédié. Pour vous qui êtes journaliste, dites-nous, qu'est-ce qui a pu bien motiver le président Henri Konan Bédié à instituer cette journée? Non, il faut le dire qu'Henri Konan Bédié, c'est le digne successeur du président Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est tout naturellement que le président Félix Houphouët-Boigny, ayant érigé la paix une seconde religion en Côte d'Ivoire, c'est tout naturellement que quand il prend le pouvoir, il veut perpétuer cette œuvre de paix. Après, la Côte d'Ivoire reste cet arbre de paix-là, où chacun peut valablement mener ses activités, penser à l'avenir de lui-même et celui de ses enfants. Mais malheureusement, les esprits chagrins n'ont pas compris ça et très tôt, ils se sont mis dans la belligérance au point qu'on a eu vraiment... Qui sont ces esprits chagrins? Je dis, une partie de l'opposition n'avait pas compris ça, n'avait pas compris la nécessité que Bédié avait déjà cerné en maintenant la Côte d'Ivoire dans ce climat de paix-là. Et très tôt, n'ayant pas compris ça, ils nous ont fait vivre une tragédie, je dirais, une tragédie inutile avec le coup d'État de 99. Donc, c'est vous dire que le président Henri Konan Bédié, ayant cerné la nécessité pour la Côte d'Ivoire de demeurer dans la paix, a institué cette journée-là. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde lui donne raison. Tout le monde lui donne raison, le gouvernement actuel. Mais est-ce que le président Henri Konan Bédié a agi dans ce sens-là? Lui qui a instauré cette journée nationale de la paix en 1996, est-ce qu'il a agi dans ce sens? Parce que n'oublions pas qu'il est le concepteur de l'ivoirité à cette époque. Écoutez, Bédié a suffisamment expliqué ce concept-là. Je ne sais pas pourquoi vouloir le ramener à un concept culturel, vous voulez lui donner une ascendance politique. Mais voilà, moi je dis souvent que vous faites des amalgames qui sont dangereux. Et aujourd'hui, on le voit avec la création de l'Union des cadres du Grand Nord. Parce que, en fait, c'est cette volonté de se soustraire de l'ensemble-là qui fait que
tout le monde interprète aujourd'hui l'Union des Gardes du Grand Nord comme un sectarisme, comme une volonté de se marginaliser encore, comme ça a été le cas. Et puis vous me parlez encore de ce thème d'ivoirité. Moi, je crois que le président Bédié a dit suffisamment sur ce thème-là. C'est un thème culturel. Les Ivoiriens doivent se sentir dans leur pays, sentir que leur pays leur appartient et travailler dans le sens de développer leur pays avec tous leurs frères qui viennent de la sous-région et qui sont avec eux. Donc, ça a été suffisamment expliqué. Je ne crois pas que ça ait contribué à diviser les Ivoiriens, mais plutôt, comme je le dis, des esprits chagrins voulant coûte que coûte s'accaparer du pouvoir, ont transformé ce concept-là en un concept dénaturé pour en faire leur cheval de bataille, pour accéder à ce qu'aujourd'hui nous voyons. Ils sont au pouvoir et puis nous le voyons. Donc je vais dire quoi? Je vais dire clairement que ce concept-là d'ivoirité, ce n'est pas celui que Bédié a prôné, qui a été valorisé par certaines personnes. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous là derrière nous et il faut que nous comprenions la nécessité qu'avait vu Bédié de mettre cette journée de la paix-là et tout le monde s'accorde aujourd'hui à vouloir la célébrer. Je crois qu'il faut la célébrer et il faut enlever dans nos cœurs ces rancœurs qui nous ont poussés à agir malencontreusement contre l'avenir de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que pour vous, Bédié, qui a instauré cette journée, a agi dans ce sens? Non, oui, merci le président Bédié d'abord d'avoir institué ça au niveau de notre État, de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais il faut reconnaître que le grand artisan de paix, après le président Félix Houphouët-Boigny, pour nous jeunes, c'est le président, son Excellence Alassane Ouattara. Il est clair que nous sommes encore très jeunes, mais nous avons vécu des situations. En 1999, le président Bédié fait face à la grogne militaire. Les militaires demandent à ce qu'on revoie des appuis financiers par rapport à des paiements. Le président Bédié refuse. On a la même situation avec le président Alassane Ouattara, où il y a la grogne des militaires. Le président Alassane Ouattara, allant dans un sens de paix, accepte les doléances des militaires. Tout juste pour préserver la paix dans le pays. Je pense que ces deux situations montrent l'un dans l'autre la force de chaque leader pour pouvoir préserver la paix dans notre pays. Et ça, vraiment, pour moi, c'est flagrant. C'est flagrant. Je pense que si le président Bédié l'avait accepté en 1999, on ne serait pas vécu dans un coup d'État. Pour aider mon ami Kader, je veux dire que le président Bédié a accepté de recevoir ces jeunes-là et il a accédé à leurs doléances. Mais comme je vous l'ai dit, il y avait des mains obscures derrière ce mouvement-là. Donc, c'est ce qui est tout naturellement entraîné ce coup d'État, je veux dire, idiot, qui a plongé la Côte d'Ivoire dans ce que nous savons. Ce coup d'État, est-ce que quelque part, le président Bédié, lui aussi, il n'est pas... Il n'est pas acteur de ce coup d'État. Est-ce que ces actions aussi n'ont pas conduit à cela? Malheureusement. Avec le concept de l'ivoirité. Lui estime que c'est un concept seulement culturel. Malheureusement, on n'a pas le résumé de ce que le président Bédié a dit à l'Assemblée nationale au niveau de la télé. Mais le président Bédié a dit qu'il ne payera rien. À qui? Il a dit au niveau de l'Assemblée nationale lors de son discours. Il a dit qu'il n'avait pas cédé au chantage, qui ne payera rien. Et c'est à la suite de cela qu'il y a eu le coup d'État. Non, je pense que l'histoire est récente. Hein. Bon, peut-être que je suis journaliste, donc ça me donne un peu plus de vision sur cette histoire-là, parce que nous la suivons quotidiennement. Mais je veux te rassurer, le coup d'État, les revendications des militaires n'avaient rien à voir avec le discours du président Bédié, qui s'est fait, je crois que c'était quelques jours avant le coup d'État de 1999. Le président Bédié a dit simplement, au cours de ce discours-là, et c'était normal qu'il fallait que le pays tienne ferme face aux agitations et aux menaces des uns et des autres. Parce qu'il y a certains présidents, notamment le président Ouattara, qui avait menacé le pouvoir. Il a dit, je frapperai ce pouvoir et il tombera. Donc le président Bédié avait adopté un discours ferme pour montrer aux uns et aux autres que la Côte d'Ivoire tenait bien et que la Côte d'Ivoire allait avancer. Alors, M. Betta, est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que nous sommes dans une situation de paix en Côte d'Ivoire? Non, je l'ai dit d'entrée de mon discours que la paix, ce n'est pas l'absence de belligérance. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Ça, il faut qu'on le bannisse. Non, vous estimez que nous ne sommes pas dans une situation de paix? Non, nous sommes dans une situation calme, mais ce n'est pas une situation de paix. Il ne faut pas se leurrer. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'à tout moment, tout peut arriver. C'est ça la réalité. Moi, je le dis pourquoi? Parce que vous voyez que tous nos problèmes, on vient de 2020 où il y a eu une crise au cours de laquelle les populations sont sorties pour manifester leur mécontentement quant à le troisième mandat du président Ouattara.
Et vous avez vu des morts, ça a entraîné des morts. Donc je crois qu'aujourd'hui, quand on arrive à cette situation-là et qu'on sort de là un an après, on ne peut pas dire qu'il y a la paix dans le pays. On peut seulement souhaiter que ces revendications qui ont été portées par certains acteurs politiques trouvent solution rapidement pour que nous ayons vraiment une classe politique qui s'engage résolument ensemble dans la paix. Alors, si c'est aussi votre position, vous estimez qu'il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire en ce moment? Vous savez, s'il n'y a pas la paix, on ne serait pas assis ici en train de débattre. J'ai écouté mon aîné. Il parle d'une situation de calme. J'ai écouté Il n'a rien à voir avec la paix. Mais s'il n'y a pas de calme, il n'y a pas de paix. C'est le thème calme qui concorde avec le thème paix. Moi, je voudrais dire, il n'y a aucun pays aujourd'hui où il n'y a pas des situations où on peut être confronté par la guerre ou pas. On a ça en France, où on est dans un pays, d'un état calme, mais ça n'empêche pas les gilets jaunes de créer des troupes faites dans le pays. On est dans un pays, aux États-Unis, où on est dans un état calme, ça n'empêche pas X ou Y à prendre des armes pour tirer sur l'un et l'autre. Et c'est ça, ce sont ces actes-là qui découlent sur des guerres, qui découlent sur des troubles dans un pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de repartir vers l'avant. On avait quelques mois avant. Avec encore des gens en prison, avec encore des gens qui sont hors du pays. Est-ce qu'avec tout ceci, vous estimez vraiment que nous sommes dans une situation de paix? Quand vous prenez des... Soroguion, par exemple, qui est hors de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que ces partisans qui sont ici... Mais quand vous prenez des personnes qui se disent que nous avons mis en place une institution pour dire que chaque année, on va fêter la paix et qui crée un mouvement qu'on appelle CNT, qui demande à des jeunes de sortir, d'aller brûler les pneus, d'aller brûler les institutions du pays. Mais vous pensez que ces personnes-là veulent la paix dans le pays? Mais non. Mais après, quand vous voyez toutes ces personnes en train de créer la zizanie dans le pays et que le président, son excellence Alassane Ouattara, tend la main à ces mêmes personnes-là qui voulaient brûler le pays, à aller vers le dialogue, mais on peut dire qu'aujourd'hui, que nous avons... Je crois que c'est à ce dialogue-là ceux l'ont appelé avant qu'on arrive à cette situation de CNT-là, avant qu'on arrive à cette situation de troisième mandat contesté. Mais le dialogue, il a eu lieu, il a donné droit à la participation de tout le monde aux élections législatives. C'est quand même quelque chose de très important. Et puis, il y a eu près de 80 personnes qui ont été libérées en 2020. Non, avec, je veux vous rassurer. C'est pas qu'en 2020. Je veux vous rassurer sur ces situations. Je veux dire, des personnes qui avaient été incarcérées relativement à la désobéissance civile. Je veux vous rassurer sur cette question, sur ces situations que vous évoquez là. La Côte d'Ivoire, nous l'avons toujours vu. Et les présidents ont fait assez d'efforts quant à permettre aux uns aux autres de participer à la vie politique, quant à permettre à ceux qui sont détenus de revenir dans la scène politique. Tous les présidents ont fait ces efforts-là. Moi, je le dis, quand on a eu le coup d'État de 2002, quels sont les opposants qui étaient en prison? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas d'opposants en prison. Mais il y a eu le coup d'État de 2002. Donc, c'est vous dire que, pour moi, je ne veux pas prendre les opposants en prison. Ils ont été libérés. Non, je veux dire qu'il n'y avait pas d'opposants en prison lorsqu'il y a eu le coup d'État de 2002. C'est parce qu'il y a peut-être certains ont estimé qu'il y a une situation politique qui devait être réglée. Aujourd'hui, la même situation demeure. Nous sommes dans une posture où c'est à l'approche des élections que nous cherchons à résoudre les problèmes liés au contexte électoral. Aujourd'hui, le code électoral nous fait obligation chaque année de réviser la liste électorale. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Ce n'est pas les moyens. Mais pourquoi vouloir toujours bloquer ces choses-là? Le dialogue politique, depuis toujours l'opposition l'a demandé. Et puis, moi je dis toujours que Ouattara a une manie de mener le dialogue politique qui va faire que ce dialogue ne va jamais aboutir. C'est quelle manie? Parce que de tout temps, quand il y a eu un dialogue qui a abouti, c'est les leaders qui se retrouvent avant que le dialogue ne puisse prospérer. C'est pourquoi le président Bédié a toujours appelé à un rassemblement de la classe politique, une rassemblement inclusive, en vue d'amorcer un dialogue politique réel. Mais ce dialogue politique qui est mené par les premiers ministres de Ouattara... On l'a vu toujours, ce dialogue politique à choc parce qu'il ne peut pas prendre des décisions. Et on les emmène à débattre. Quand il finit de débattre, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, il va s'en référer à Ouattara qui refuse. Et de tout temps, les opposants n'ont jamais signé les chartes de dialogue politique qui sont sortis de ces dialogues avec les premiers ministres. Ah, si vous répondez quoi à cela? Moi, je vais être clair avec mon aîné. Je suis ravi qu'il soit journaliste. Mais je vais lui demander qu'on était tous là pendant le mandat de Bédié. Il y a eu des opposants politiques en prison pendant le mandat de Bédié.
que ce soit Gon Coulibaly, que ce soit Ahmed Bakayoko, qui ont été tous emprisonnés. Il y a eu même des journalistes même qui ont été emprisonnés par le régime du président Bédié. Non, moi j'étais clair, j'ai dit en 2002. J'ai dit en 2002. Vous avez dit 2002, lui parle du mandat de Bédié. Allons encore même dans le régime même du président Laurent Gbagbo. Il y a eu des leaders politiques de l'opposition qui ont été emprisonnés, qui ont été menacés. Il y a eu même la création même de cette histoire de groupes armés qui rentraient dans les maisons des gens pour les abattre. Il y a eu ça aussi dans cette période de 2002. On s'en souvient, c'est tout frais. Et aujourd'hui, tout ça, c'est derrière nous avec le président Alassane Ouattara. Le dialogue politique que le président de la République a mis en place, ça a débouché sur beaucoup de résolutions, telles la libération de ces prisonniers, tels les retours des exilés. Ça a débouché, puisque ça a été des doléances. Les doléances qui ont été remises par les opposants au Premier ministre, tel Amadou Gon, Feu Amadou Gon, ou à Feu Ahmed Bakayoko, ont trouvé des voies, des solutions pour permettre à ces opposants-là de pouvoir accepter aussi les doléances aussi du gouvernement. Mais malheureusement, ils en demandaient trop, sans poser aussi des actes allant aussi pour faire avancer aussi le gouvernement. Mais c'est compliqué. Alors, monsieur Cissé, quel commentaire faites-vous du thème choisi pour cette 25e édition, la Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix? N'est-ce pas la preuve que nous vivons une situation de non-paix, comme il a signifié? Notre problème en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une histoire de guerre. Notre problème, c'est une histoire de problèmes de personnes. C'est ces problèmes de personnes entre des grands, comme on le dit, qui refusent d'accepter le leadership d'une seule personne, qui est le président Alassane Ouattara. Quand vous voyez le président... Personne ne conteste, tout le monde est d'accord qu'il est le président de ce pays. Personne ne conteste son leadership. Si, c'est maintenant qu'ils doivent l'accepter. C'est maintenant qu'ils sont en train de l'accepter. Ils l'ont toujours accepté? Non, ils ne l'ont jamais accepté. Bon, ça c'est ton point de vue. Moi, je suis bien placé pour le savoir qu'ils ne l'ont jamais accepté. Qui est-ce qui n'a pas accepté? Donne-nous des propos qui montrent qu'ils n'ont pas accepté. Tu vas nous tenir des propos du genre ils n'ont pas accepté. Vous parlez de la désobéissance civile, du CNT. Bien sûr. Mais la désobéissance civile répondait à un problème de légalité. Il s'agissait d'un troisième mandat anticonstitutionnel pour lequel l'opposition s'est montrée ferme. Parce qu'il ne fallait pas que... C'est mentionné où que c'est anticonstitutionnel? C'est mentionné où? Oui. Mais moi, je dis non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Vous savez que le débat autour du troisième mandat a eu lieu à l'Assemblée nationale avant qu'il n'ait eu lieu lors des élections. À l'Assemblée nationale, tous ceux, même l'expert qui était Bakongo, qui a contribué à cette constitution, a dit Ouattara ne peut pas avoir un troisième mandat. Le ministre de la Justice, devant les députés, il a dit qu'il était impossible à Ouattara de faire un troisième mandat au regard de cette constitution-là. Bon, pour moi, le débat même était clos. Quand on dit c'est anticonstitutionnel, c'est laid. Ce n'est pas parce que la Cour constitutionnelle a validé que c'est anticonstitutionnel. Vous pensez que le ministre Bakongo ou le ministre de la Justice sont des hommes de droit au-dessus de la Cour constitutionnelle? Ah non, c'est la Cour constitutionnelle qui a proclamé la victoire de Gbagbo, que Ouattara a contesté. C'est la même Cour constitutionnelle qui a proclamé la victoire de Gbagbo. Le Conseil constitutionnel, oui, mais c'est ça, c'est la Cour constitutionnelle qui est venue dire que Gbagbo n'a pas gagné. Non, c'est après que vous avez contesté que Gbagbo soit parti en exil et qu'il soit parti qu'il soit sorti du pouvoir. Donc bref, tu ne vas pas me dire qu'aujourd'hui, que ce Conseil constitutionnel... Yandré qui est venu s'asseoir pour dire... Non, s'il vous plaît, c'est après que Gbagbo a été retiré du pouvoir. Voilà. De l'histoire, c'est Yaoundé qui était à l'époque président du Conseil constitutionnel qui a proclamé la victoire de Gbagbo, qui a été contesté par le pouvoir Ouattara. Et après, c'est ce même Yaoundé qui a... Non, c'est ce même Conseil, c'est ce même Yaoundé. La victoire de Ouattara. C'est lui, après que Gbagbo a été arrêté et jeté en prison, qui est venu. Il faut préciser le contexte aussi. Avant même que Yaoundé proclame quoi que ce soit, il y a eu la CEI qui a proclamé. Il y a eu Choi au niveau de l'ONESI
qui a proclamé. Donc tu vois que quand tu me rejoins pour dire que quand le ministre de la Justice a dit que Ouattara ne peut pas être candidat, quand les experts qui ont travaillé sur la disent que Ouattara ne peut pas être candidat, qui vient être candidat grâce au Conseil constitutionnel, tu vois qu'on peut le contester. Tu me rejoins, tu me dis qu'on peut le contester. Parce que quand le ministre de la Justice... Non, mais arrêtez ça quand même. Bref, non, je crois qu'il faut arrêter ça. Ces deux situations-là. Tu ne peux pas les comparer. Il s'agit d'une situation de droit. Ça n'a rien à voir. Il s'agit d'une situation de droit. Il y a tous les éléments pour compter les voix. Arrêtez ça. Monsieur, cette journée a été instaurée en 1996. Ça fait maintenant 25 ans. Oui. Et pendant ces 25 ans, la Côte d'Ivoire n'a pas été épargnée par des crises. On a connu le coup d'État en 1999. On a connu la rébellion en 2002. On a connu la crise post-électorale 2010-2011. Et puis celle de 2020. Comment on peut expliquer cela? Malgré qu'on ait instauré une journée nationale de la paix, la Côte d'Ivoire a vécu tout ceci. Oui, allez-y. Oui, moi je crois que toutes ces situations-là que vous exprimez là se déroulent autour d'élections. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a arrivé à faire, les opposants au président Ouattara montrent vraiment leur maturité au point qu'ils ne sont pas tellement belligérants comme Ouattara l'a été quand il était à l'opposition. Lui-même il a dit une fois. C'est faux ça, Ouattara il a été belligérant quand il était très belligérant parce que c'est lui qui disait je frapperai ce pouvoir, il tombera. Et encore pire. Et vous pensez que c'est lui qui a frappé? Ben, naturellement, quand tu annonces qu'il le fait, et on lui dit, c'est les partisans qui le disent, quand il annonce, il le fait. Et puis, lui-même, il dit, hâte de le faire. Voilà. Il dit bien, dernièrement, j'écoutais sa première interview à la RTI, accordée à la RTI. Il disait, on dit, mais qu'est-ce que est ta responsabilité dans toute la crise? Il dit, il a été trop pressé. Je crois que les opposants avant ont montré quand même assez de maturité dans la conduite de l'opposition en Côte d'Ivoire. Donc, ça nous donne aussi l'occasion d'aller à une paix réelle. Une paix réelle qui peut se consolider à travers les tests, à travers de faire en sorte que autour des élections, tout le monde s'accorde. Tous les acteurs s'accordent quant au découpage, quant à la conduite du processus. Ça va nous aider à éviter ces écueils que malheureusement nous n'avons pas besoin. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire est un pays qui a montré suffisamment à travers ses fils qu'ils peuvent vivre ensemble, qu'ils peuvent vivre dans la cohésion. Monsieur Cissé, comment vous pouvez expliquer cela? Malgré cette journée, on a connu beaucoup de crises. Pour nous, tout le problème, c'est le président Bédié. Le président Bédié, mon aîné l'a dit, il a essayé d'expliquer le concept de l'ivoirité, mais nous tous, on a compris ici. On était tous jeunes, on sait ce qu'est le concept de l'ivoirité. Le concept de l'ivoirité a été mis pour le président Alassane Ouattara. Si on vous comprend, c'est le concept de l'ivoirité qui a été qui est le problème. Tout ce que la Côte d'Ivoire a connu comme troubles sociaux, c'est le concept de l'ivoirité. C'est le concept de le concept a disparu, non? On a vu Constant Bombé ici sortir des phrases. Montrez-nous un simple petit papier. Un simple petit papier qui prouve que tel est ivoirien. Non, c'est les phrases qui vous choquent ou bien c'est quoi? Parce que les phrases, Amadou Soumaoro a sorti une phrase quand Ouattara est venu pour dire tous ceux qui se sont attaqués à Ouattara sont au cimetière. Voilà, est-ce que ça, il y a pire phrase que celle que Amadou Soumaoro, ils mettent les gens au cimetière parce que simplement ils ne partagent pas un point de vue qu'un individu. Mais attendez, alors, si c'est les phrases vous voulez, vous les avouerez. Est-ce que au regard de tout ceci, de toutes ces crises, vous avez l'impression que cette journée a une importance? Pour nous les citoyens lambda, mais je pense que pour les opposants politiques, je ne crois pas. Mais pour nous, les citoyens lambda, pour nous... Mais les opposants sont aussi des citoyens, non, comme vous. Le problème, c'est que... Le problème, les opposants, hein. Moi, je crois que... Le problème, c'est que les grosses têtes, les grosses figures, comme on le dit, le président Bédié, le président Gbagbo, pour eux-mêmes, ils n'ont pas fait encore une paix intérieure. Il faut avoir d'abord une paix intérieure, d'abord en soi, pour pouvoir faire la paix. Ça, je le dis tout le temps, Quand vous posez des actions, que vous demandez à une population de sortir, d'aller détruire tout ce que le pouvoir en place a mis pour la population, a mis pour la jeunesse surtout, mais ça, je dis déjà que nous allons vers la déchirure de notre pays. Mais tant que nous n'avons pas encore ces leaders d'opposition, allant avec des arguments solides pour pouvoir convaincre la population, pour dire que nous sommes engagés
à pouvoir changer le pays, à pouvoir faire avancer le pays avec des arguments solides, mais que de demander à manipuler l'armée. Quand vous prenez Soro Guillaume dans ce même sens, à manipuler l'armée, à demander, depuis la France, à demander aux gens de sortir pour pouvoir renverser un pouvoir. Mais vous savez déjà qu'on n'est plus dans un état de paix, on n'est plus dans un état... On est dans un état de délivrance. Heureusement que... Donc vous le rejoignez quand il estime que nous ne sommes pas dans une situation de paix en Côte d'Ivoire. Non, je dis quand on utilise des propos. Quand on utilise des propos, on peut être dans la maison, même avec ton épouse. Tu peux être dans une situation de conflit avec ton épouse. Mais si tu tiens toujours des propos allant dans le sens de vouloir toujours faire des palabres, allant dans le sens de pouvoir aller toujours dans les conflits, mais tu n'auras jamais la paix. Heureusement qu'on a un répondant par derrière qui va vers des situations de paix qui apaisent le président, son excellence Alassane Ouattara, qui apaise les cœurs des uns des autres. Alors, Beta Michel, est-ce une journée de trop pour vous? Non. Tu sais, il n'est jamais, comme on l'a dit, comme le président Fouet nous l'a enseigné, hein, le dialogue prévaut quelquefois, quelle que soit la situation. Il faut arriver à la paix. Parce que c'est essentiel pour nous-mêmes d'abord et pour nos enfants, pour nos générations futures. Donc moi je crois que ce n'est pas de trop. Mais il faut nous donner les moyens de mettre les conditions. Moi je voulais rebondir un peu sur ce que mon frère Kader a dit. Mon frère Kader, ce que je veux que tu retiennes, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, ceux qui ont montré suffisamment qu'ils veulent la paix, c'est l'opposition. Ça, je veux que tu le retiennes. Et puis ensuite, pour dire quoi? À quelle période? Non. Parce qu'en fait, on a vu... L'opposition a montré qu'elle veut la paix en faisant quoi? Non, j'en viens. Tu sais, on a eu deux oppositions. On a eu l'opposition de Ouattara. Et on a eu l'opposition de Babo. On a eu l'opposition de... Et c'est laquelle de ces trois oppositions? Voilà, l'opposition actuelle. Face à Ouattara, elle a montré. La preuve en est, quand Ouattara... En quoi faisant? Est-ce qu'en créant le CNT, est-ce qu'en appliquant la désobéissance civile, c'est une manière pour vous de travailler à la paix? Moi, j'aurais préféré même qu'ils appellent à la désobéissance civile que d'appeler à autre chose, hein, à l'affrontement entre militaires, que ce qu'on a vu dans ce temps. Mais ça a été fait. Non, je préfère ces thèmes-là, désobéissance civile, parce que c'est des manifestations de colère. Mais il y a eu des morts. Non, ça conduit à des morts. Je préfère ces thèmes-là. On a plus de 80 morts. Je préfère pas les thèmes de rébellion, les thèmes de frapper un pouvoir. Désobéissance civile, c'est un mot qui appelle à s'opposer de façon pacifique. Sauf que ça n'a pas été pacifique, il y a eu des morts, M. Beta. Quand tu dis... M. Beta, on a eu 85 morts, on a eu une centaine de blessés. Est-ce qu'on regarde ce fait-là, vous pouvez nous dire que le droit de l'opposition a été pacifique? Non, l'opposition a été très pacifique. Détruire les bus, détruire les véhicules. Ils appellent à... Il y a le mot désobéissance civile. Désobéissance, c'est de ne pas faire ce que le pouvoir demande de faire. Mais pendant ce temps, le pouvoir, lui, il attaque maintenant ceux qui manifestent pour cette désobéissance civile. C'est ça le problème de la crise. Non, grand frère, je suis pas content. Non, je suis pas d'accord. Moi, je préfère cette opposition, je peux dire civilisée, mieux que celle qu'on a connue sous Ouattara quand il était dans l'opposition. Il faut condamner ce que le CNT a fait. Le CNT a fait quoi de pire que le troisième mandat? Parce que le troisième mandat, c'est un viol même moral de la Côte d'Ivoire. Monsieur Beta, je vous le dis. Monsieur Beta, si on doit condamner... premier mandat Monsieur Beta, si on doit condamner, comment je vais l'appeler, la rébellion, il faut condamner aussi le CNT, la désobéissance civile. Non, il faut condamner le troisième mandat. Moi, je dis, si je dois condamner, je condamnerai le troisième mandat. À partir. Non, il y a des degrés de condamnation. Monsieur, à partir de cette analyse que vous faites, vous condamnez l'opposition RDA à l'époque, mais il faut aussi condamner l'opposition actuelle. Oui, c'est pourquoi je condamne le pouvoir actuel de ce troisième mandat. Et vous condamnez le CNT aussi. J'en viens maintenant pour apprécier mieux ce que le CNT a fait, pour mieux apprécier ce que le TNT a fait, parce que c'est lié à ce troisième mandat. Alors, messieurs, nous avons tendu aussi notre micro à quelques Abidjanais qui ont bien voulu donner leurs impressions sur ce sujet. Oui, il y a un intérêt à célébrer la journée de la paix, parce que je crois que la paix est très importante pour chaque individu et c'est le fondamental même de tout le développement. Parce que sans la paix, on ne peut construire aucune cohésion sociale. Sans la paix, on ne peut avoir aucun développement. Sans la paix, on ne peut rien faire. La paix, équivaut à la santé humaine. Donc je peux dire qu'il y a un grand intérêt. Et il y a un intérêt à célébrer la journée de la paix en Côte d'Ivoire parce que nous savons tous
en Côte d'Ivoire que ce pays a connu des événements vraiment funestes. Voilà, nous connaissons les différentes crises que la Côte d'Ivoire a traversées. Dieu merci, aujourd'hui le pays essaie tant bien que mal de se stabiliser. Et au nom de ceux-là même qui ont perdu des êtres, vraiment, durant toutes les différentes crises qu'on a connues à compter de 99, 2000 et 2011, il y a un intérêt à célébrer la paix. Parce que l'Ivoirien aujourd'hui est en train de converger, en tout cas vers cette notion-là, vers ce thème-là de paix. On en a besoin pour que la Côte d'Ivoire puisse être consolidée, puisse être solide pour le devenir des générations futures. Voilà, je pense qu'il y a un intérêt. Je pense que oui, parce que comme on l'a dit, la paix n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Voilà, donc je pense qu'un pays sans paix, sans stabilité, il n'y a pas de vie en tant que tel. Je pense que la paix, c'est un événement qu'on doit réellement célébrer, c'est important, oui. Bien sûr, il y a un intérêt, parce qu'on dit la paix, on doit célébrer la paix. La paix, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Je trouve que c'est normal. Avec tous ces événements que nous avons traversés durant ces années, je trouve vraiment que c'est normal de célébrer la paix. Parce qu'avec les élections, les guerres entre ethnies et villages, vraiment c'est normal, c'est normal. Et le moment est vraiment bienvenu. Le moment est parfaitement bien arrivé pour célébrer la paix. Moi je dis oui. Parce que bon, si la Côte d'Ivoire, si on est tous unis, qu'on s'aime toujours, nous sommes les enfants de la Côte d'Ivoire. On veut toujours la paix. La paix, c'est une et indivisible. Donc, il faut qu'il y ait toujours la paix pour qu'on puisse toujours s'aider et puis, bon, pouvoir fêter toujours, quoi. Alors, ce reportage il a été tourné par Afri Zawi. Alors, quand vous écoutez ces quelques Abidjanais, c'est quoi le sentiment? Pour moi, c'est un sentiment de fierté. Ça prouve que tout le monde sait d'où on vient. Tout le monde a vécu des événements douloureux, des événements difficiles. Parce que vous savez, quand nous sommes dans une situation de guerre, ça n'identifie pas pour dire que cette personne est PDCI, cette personne est FPI ou cette personne est RHDP. C'est tout le monde qui en pâtit. Et aujourd'hui, les Ivoiriens sont conscients de ce que nous avons traversé. Il est important qu'on puisse se ressourcer, qu'on puisse se remémorer pour dire qu'il y a eu des choses qui sont passées. Il faudrait qu'on fasse table rase et aller de l'avant pour pouvoir préparer l'avenir. Et si on ne se met pas dans cette dynamique-là, on va perdre. Et vous le savez, feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko l'avait dit aux jeunes. Vous savez, quand nous sommes assis entre nous, que nous ne nous entendons pas, on vous demande à vous de sortir pour aller brûler, pour aller détruire. Mais une fois qu'on s'assoit pour s'entendre, les soirs, vous n'êtes pas là sur la table. Alors, vous êtes jeune. Est-ce que pour vous aussi, les jeunes ont aussi leur part de responsabilité? Mais bien sûr, parce que c'est nous qui sommes utilisés. C'est nous les jeunes qui sommes utilisés. On ne pourra jamais demander à mon aîné Béda de sortir pour aller brûler Puneux. Il ne le fera jamais. Il est jeune aussi ou bien? Non, il ne le fera jamais. Vous savez, il n'a pas participé à la désobéissance civile. Il était chez lui à la maison. Il n'était pas dehors en train de brûler le pneu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que s'il était dehors, il allait être à la Maca en ce moment. Donc, il n'était pas dehors. Donc, tous ceux qui ont été dehors, ils ont arrêté. Ils ont attrapé tout le monde. Vous savez que notre pays aujourd'hui, notre pays est tellement développé qu'il y a des caméras partout. Donc c'est clair que si on voit M. Béda en train de brûler Puneux, c'est clair que les caméras allaient montrer que M. Béda est en train de brûler Puneux. Il allait être pris à la maison. Maintenant, s'il peut confirmer sur le plateau qu'il a participé à la désobéissance civile, ça sera un élément probant au moins pour la police de pouvoir enquêter. M. Béda, est-ce que, parce que quand on vous entend parler, on a l'impression que ce sont plus les politiques qui sont plus responsables de ces situations de guerre, de conflits que nous vivons. Est-ce que, quelque part aussi, les jeunes ne sont pas concernés, la population elle-même, la société civile, tout ça? Non, comme en droit, on le dit, chacun est pénalement responsable de ses actes. Quoique les politiques aient leur part de responsabilité, la jeunesse sociale, ça n'a pas de responsabilité, parce que la responsabilité est individuelle. Donc, pour dire que les jeunes ont leur part de responsabilité dans cette crise-là, et je crois que, comme me le montre Kader, c'est cette volonté de vouloir soutenir coûte que coûte, même les indéfendables, qui fait que ces jeunes-là sont souvent malheureusement utilisés. Moi, je dis souvent, quand il rappelle un peu les propos de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, je dis, mais on ne tient pas des propos quand on est ici, et puis on tient d'autres propos quand on est là. Quand Ahmed Bakayoko était dans l'opposition, quel genre de propos il tenait?
C'est pas parce que tu arrives au pouvoir que ton discours change, tu montres que tu veux le bien-être de la jeunesse. Bref, pour dire qu'en fait... Quand il était dans l'opposition, qu'est-ce qu'il a dit? On les a tués. Ils nous ont tués, on les a tués. Il a tenu ces genre de discours-là devant toutes les populations. L'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. Hein? L'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. Donc, quand, tu vois, quand les gens parlent, je dis, ah, ben, bon, peut-être que nous, on a l'avantage des journalistes. Donc, on suit chacun. Donc, je dis qu'aujourd'hui, nous appelons chaque jeune à sa responsabilité personnelle face aux événements tragiques que la Côte d'Ivoire vit. Parce que ce n'est pas demain, tu as dit, c'est tel politicien qui m'a dit, c'est tel politicien qui m'a dit, mais toi-même, ta responsabilité personnelle doit être engagée quand tu prends une décision. Mais je dis, mais la jeunesse aussi a son rôle à jouer, en ce sens que il s'agit de son avenir, il s'agit de ses intérêts. Quand on dit aujourd'hui... Comment la jeunesse doit jouer ce rôle? Voilà, j'en viens. Je dis que quand on dit qu'il faut des élections transparentes pour que le choix de la jeunesse soit respecté dans les urnes, ça... c'est ça aussi. Les jeunes doivent faire respecter ses choix dans les urnes. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui la jeunesse pense que ça c'est les politiciens qui vont le faire et puis nous on reste à la maison. Tant qu'elle n'est pas assez disposée à faire respecter ses choix, elle va subir le dictat des politiques. Les jeunes ne vont pas continuer à voter, ils veulent aussi être votés. Justement, non. Quand il dit faire respecter ses choix, si elle choisit qu'aujourd'hui ce soit mon frère Kader qui soit le président de la République, il faut que les jeunes aillent voter et fassent respecter ce choix-là. Je dis que ce choix-là soit transparent et que tout le monde puisse voir. Il faut qu'on les fasse émerger aussi en les mettant devant Kader. Est-ce que... Bien sûr. Non, bien sûr. Mais... Et nous, au niveau de notre parti, nous, on n'a pas ce problème-là. Au niveau de notre parti... Qui a un problème avec ce... C'est l'opposition. C'est l'opposition qui est têtue. On voit des personnes qui sont en train de faire des meetings à gauche, à droite pour demander qu'on ne veut pas des réformes au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous on n'est pas dans cette dynamique, on n'est pas dans cette vision. Nous, aujourd'hui... En 2020, vous étiez dans cette vision puisque votre leader s'est lancé dans la course présidentielle. En 2020, notre leader politique, notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, avait décidé de passer le flambeau. Malheureusement, Dieu ne l'a pas voulu que ce soit Amadou Gon Coulibaly. Nous étions à quelques mois des élections. Il était impossible pour nous, au niveau de notre parti, de choisir un autre candidat. Au niveau de notre parti. On avait déjà un choix. Non, j'ai dit 5 ans, quoi, il vous serait impossible. On avait déjà un choix et on n'a pas pu. Et comme au niveau de la Constitution, ça nous permettait d'être encore candidat, on a décidé de lancer le même cheval et pouvoir s'organiser. Voilà. D'accord. Monsieur Betta, je viens vers vous. On va parler un peu de la forme de cette célébration. Le ministre Kakabe Kouadio Kona-Bertin parle de planting d'arbres. Est-ce que pour vous, c'est cette manière-là, à travers cette manière, il faut célébrer cette journée? On parle de ceci, on parle aussi des prières, tout ça. Non, moi je dis que dans la paix, il faut tout mettre. Il faut tout mettre. On peut mettre même des loisirs, des matchs de football pour rassembler des entités qui souvent étaient vraiment opposées. Bon, moi je crois qu'il faut tout mettre, le planting d'arbres, tout ça participe. Les prières, tout ça participe. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est cet appel-là, à faire en sorte que, autour des élections en Côte d'Ivoire, nous ne serons pas en crise quand il s'agit d'élections. Que les élections puissent se dérouler sans que la crispation politique ne soit aussi intense. Hein? C'est ça, c'est surtout ça. Dès qu'on arrive à ce niveau-là, je crois que les revendications sociales vont exister. Hein. Je ne parle pas de... Parce que souvent, M. Kader dit, pas des gilets jaunes, c'est des revendications sociales. Ça va toujours exister. C'est-à-dire des gens qui vont dire, ben, écoute, notre situation sociale ne nous plaît pas. Et souvent, ça découle. Non, je dis que ces revendications sociales vont exister, mais tant que nous aurons un processus électoral fluide, nous aurons des engagements politiques qui feront en sorte que, quand le choix est fait, c'est ce choix qui sort des urnes qui est respecté, vous verrez que ça sera derrière nous ces gens de crise-là. Alors, monsieur, une question pour vous deux. Entre l'opposition et le pouvoir, qui travaille plus pour la paix et qui travaille moins pour la paix? Si c'est... Vous savez très bien que le président de la République est engagé pour la paix. Déjà, en tendant la main au président Laurent Gbagbo, au président Bédié, au président Afi, c'est déjà des actes de paix. En lançant le dialogue politique, c'est déjà des actes de paix. Il a créé aussi un ministère
un ministère de la réconciliation nationale sur des actes de paix et qui est dirigé même par quelqu'un qui était candidat aux élections présidentielles. Et qui se réclame toujours PDCI. PDCI. Et encore en demandant aux exilés de rentrer, en les prenant même en charge. Ce sont des actes de paix. Je pense que le président de la République en a fait beaucoup et il continue de faire beaucoup. Il est important que l'opposition puisse commencer à marcher dans les pas du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La paix de notre pays aujourd'hui est entre la main de ces leaders politiques de l'opposition. Et aujourd'hui, ce lundi-là doit les amener à réfléchir pour dire que avec le CNT, nous avons détruit beaucoup. C'est pour ça que KKB demande le planting, parce que tous les arbres, Bédi a demandé à ce qu'on bat toutes les routes avec les arbres. On n'a plus d'arbres. On n'a plus d'arbres. Avec tout ce qui se passe maintenant à la COP, on n'a plus d'arbres. Donc il faut faire le planting. Tant qu'on n'a pas mis tout ça en place, je pense qu'il faudrait que nos leaders politiques puissent vraiment libérer leur cœur. Tant qu'ils n'ont pas libéré leur cœur, ça sera compliqué de pouvoir aller vers cette paix vraie. Alors, M. Betta, il estime que c'est le pouvoir en place qui travaille plus pour la paix en Côte d'Ivoire. Et vous? Non, vous savez, ce genre de raccourci-là, ça me gêne. Puisque nous sommes arrivés aux élections en 2010 grâce aux efforts. Il a quand même. Non, je viens. Nous sommes arrivés aux élections de 2010 grâce à la volonté du président Gbagbo de prendre un article, l'article 48, pour permettre au président Alassane Ouattara d'être candidat. Voyez-vous, ça vous dit quoi? Ça vous dit que de tout, même quand il était au pouvoir, ils ont voulu la paix. Hein, ces opposants-là, ces aujourd'hui opposants-là, et quand ils sont encore à l'opposition, ils veulent la paix. Je veux dire quoi? Ils parlent de la réconciliation. Donc, pas être candidat. Non, s'il vous plaît, on ne va pas revenir à cette question. C'est une question de droit. C'est des faits. C'est des faits. Moi, je parle débat des faits. Non. Les faits, on ne peut pas les changer. C'est les commentaires, on peut les faire. Babou s'est retrouvé sur une table pour échanger. Pour dire qu'en 2011, quand on sort de la crise, on met en place la CDVR. La CDVR fait sortir des résolutions pour nous emmener à la paix. Le président Bonan Bani demande, hein, il rend les conclusions au président Ouattara et il nous dit, ces conclusions, qu'elles sont appliquées, nous aurons la paix. Ouattara les range au placard et il continue sa route. On arrive en 2015. On organise une élection où, au cours de laquelle Bédié, dans sa volonté de préserver la paix en Côte d'Ivoire, loin que moi-même j'étais opposé à ça, il demande au PDCI de rejoindre le camp de Ouattara pour que Ouattara soit le seul candidat du RDP. Parce qu'il reconnaît la force de Ouattara. Non, s'il te plaît. Ouattara est candidat. C'est le meilleur cheval. Et il gagne les élections. On va en 2020, où Ouattara ne peut plus être candidat. Hein, parce que c'est écrit nulle part. Non, on a rappelé les faits. Je rappelle les faits. Où le troisième mandat c'est écrit nulle part. Anti-constitutionnel. Ouattara, c'est parce que Ouattara faisait peur. S'impose comme candidat. Et quand il s'impose, cela conduit au drame que nous avons vécu lors des élections de 2020. Et ce Ouattara continue sa marche. Laurent Gbagbo est libéré contre toute attente, parce qu'il n'y a aucune charge contre lui. C'est tout naturellement que Ouattara le reçoit, parce qu'il fut président. Et Henri Konan Bédié accepte encore de recevoir l'audience demandée par Ouattara pour qu'il se rencontre. Ça vous dit que l'opposition fait trop d'efforts pour la paix. Et elle va continuer de le faire, parce que le président Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo l'ont dit lorsqu'ils se sont rencontrés à Daoukoro, qu'ils sont engagés résolument pour la réconciliation et la paix. Ils vont continuer de le faire, ils ne vont pas arrêter. Mais ce que moi, l'appel que je vais lancer à Ouattara, c'est qu'ils mettent tout le monde à l'aise. Lorsqu'il y a eu... Laurent Gbagbo, il est libre. Non, quand il dit il met tout le monde à l'aise, je vais conclure par là. Il est libre. Je vais conclure par là, il met tout le monde à l'aise pour dire quoi? Pour dire que quand on est chef de l'État, président de la République, c'est à vous de faire plus d'efforts. C'est à vous de faire plus d'efforts. Quand il dit de faire plus d'efforts, réunissez vos frères, hein, et de façon inclusive, même Sorogyo. Faites-lui rentrer. Mais il le fait. Réunissez-les et dégagez les pistes pour des élections et une cohésion sociale transparente. Mais il le fait. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Mais il le fait. Mais je vous l'ai dit. Il demande que Ouattara fasse rentrer Sorogyo. Naturellement. Ouattara, le président Ouattara n'a aucun problème avec qui que ce soit. Le président Sorogyo, il a des problèmes avec lui-même. On ne peut pas rester en Europe et puis demander à des personnes de sortir pour aller renverser
un pouvoir. Ce n'est pas possible. Le président... Monsieur Cissé, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence, je veux dire, du côté du pouvoir en place? On sait que Laurent Gbagbo, il a été condamné par la justice ivoirienne, Soro Guillaume, pareil, mais on fait entrer Laurent Gbagbo, Akossi Benjo, qui est condamné, lui aussi, il est rentré, mais Soro, il n'est pas encore rentré. Il y a une sorte d'incohérence. C'est ce que je veux vous dire. On ne peut pas revenir... Est-ce que finalement, on ne peut pas rejoindre M. Beta quand il dit que le pouvoir ne joue pas franc jeu? Non, moi je vais aller simple. Quand tu vas vers la paix, il y a des actions à poser à aller vers la paix. Le président Gbagbo Laurent, lorsqu'il y avait le CNT, a été interviewé par une chaîne internationale. Quand vous voyez ses propos, vous savez que il y avait des propos de paix, parce qu'il n'a jamais demandé à qui que ce soit de sortir. Il a toujours dit qu'il fallait qu'on discute. Contrairement au président Bédié, qui était assis à Cocody, dans son royaume, en train de dire aux gens de sortir pour aller tout gâter, comme on le dit dans notre jargon au niveau des jeunes. Mais quand vous voyez ces personnes-là, quand vous voyez Akossi Benjo, qui est revenu sur terre pour dire que le président Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens, il faudrait que je participe au processus de paix. Il est important que le président Soro Guillaume, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre, puisse aussi aller dans ce sens-là pour permettre au moins à l'État de Côte d'Ivoire de mettre aussi tout en place pour son retour et de participer à cette paix-là que le président de la République a déjà lancée. D'accord, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission, que ça va vite. Un dernier tour de table, M. Beta, votre message de paix à l'endroit des Ivoiriens, à l'endroit du monde entier. Nous sommes aujourd'hui le lundi 15 novembre 2021, la journée nationale de la paix. Bon, je prends toujours, je cite toujours ce que le président Félix Faure nous a laissé comme héritage, c'est-à-dire la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. C'est-à-dire qu'il faut que les Ivoiriens acceptent de se comporter pour vraiment vivre cette paix-là, se comporter en homme de paix. C'est-à-dire en homme de paix, ça veut dire quoi? Il faut que la cohésion sociale, la légalité, je dis, quand je parle de cohésion sociale, je dis les Ivoiriens doivent être mis sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas d'Ivoiriens du Nord, il n'y a pas d'Ivoiriens du Sud. Nous sommes d'abord, je le dis, nous sommes d'abord. Nous ne sommes pas PDCI d'abord, nous ne sommes pas RDR d'abord, nous ne sommes pas RDP d'abord, nous ne sommes pas PPACI d'abord, nous ne sommes pas FPI d'abord, nous sommes Ivoiriens d'abord, avant tout. Donc il nous faut développer cet esprit-là. C'est la Côte d'Ivoire que nous devons, pour la Côte d'Ivoire que chacun de nous doit travailler. Je disais tantôt aux gens, j'ai dit, la Côte d'Ivoire doit porter tout notre amour. Alors nous devons aimer ce pays-là, l'aimer et travailler pour son avenir, pour son développement. Nous devons aimer la Côte d'Ivoire, de sorte que nous puissions être ces entités-là qui mobilisent, qui fassent au bloc autour de ce pays-là et fassent en donnant envie aux autres pays de nous ressembler, aux autres nations de nous fréquenter, aux autres nations de venir habiter avec nous pour que nous conduisions ensemble le défi du développement. C'est bien compris. Si c'est votre message de paix. Moi, je voulais m'adresser particulièrement aux jeunes, à mes amis jeunes, pour leur demander que nous avons vécu beaucoup de choses depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. Et ce sont les jeunes qui ont été ces fers de lance-là dans tout ce qui s'est produit comme désordre au niveau de notre pays. Il faudrait que tout le monde en tire les conséquences. Parce que nous avons tous perdu un parent, un être cher dans ces situations-là. Il est important qu'on puisse retrouver cette paix sincère-là. Je voudrais qu'en ce lundi-là, chacun aille au moins aller vers son adversaire en politique pour aller lui tendre la main, pour lui dire frère, on est ensemble. On est ensemble. C'est vrai que nous sommes dans une adversité politique, mais nous sommes ensemble. Nous devons manger ensemble. L'adversité politique ne doit pas amener à dire que toi et moi, on ne se parle pas. Toi et moi, on doit être divisés. Nous devons former un. Si nous formons un, nous sommes convaincus que notre pays ira de l'avant. Déjà, beaucoup de choses sont en train d'être faites et ça, c'est pour les Ivoiriens. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc, il est important que nous puissions suivre le chemin qui est tracé par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Beta Michel. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Le Bélier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir donné votre vision de la paix en Côte d'Ivoire. On avait également sur ce plateau Cissé Abdoul Kader, président national de la Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire, JUNCI, un mouvement politique pro-RHDP. Merci à vous d'avoir aussi donné votre vision de la paix en Côte d'Ivoire. Merci à Intelligent TV, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission qui était consacrée à la 25e édition de la Journée nationale de la paix ici en Côte d'Ivoire. Bonne fête à toutes et à tous et paix chez vous. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci à l'Intelligent TV. Ça nous fait...